les impacts du changement climatique, on le perçoit à travers les extrêmes. C'est la plus vieille activité humaine. Il y a aujourd'hui clairement la difficulté de recruter du monde. C'est le seul secteur d'activité qui est immortel. Bienvenue dans Les Racines du Futur, le podcast qui explore les transitions agricoles et sociétales à travers les productions végétales spécialisées. Climat, innovation, installation, diversification, consommation. Ici, on parle des enjeux de demain à partir des racines d'aujourd'hui. Cultiver la résilience. Le changement climatique n'est plus une projection lointaine. Il se vit déjà sur le terrain. Gel tardif, sécheresse, épisodes de chaleur extrême, aléas de plus en plus fréquents. Les productions agricoles doivent s'adapter pour continuer à tenir dans la durée. Dans cet épisode, on s'intéresse à la notion de résilience. Comment les filières agricoles font face aux bouleversements climatiques ? Quelles stratégies sont mises en place aujourd'hui ? Et à quoi pourrait ressembler l'agriculture de demain dans un climat incertain ? Recherche, expérimentation, adaptation des pratiques, retour d'expériences concrets, les échanges croisent regards scientifiques et vécus de terrain pour mieux comprendre les leviers d'adaptation possibles, leurs limites et les choix à opérer dès maintenant. Un épisode pour prendre la mesure des impacts du climat sur les cultures, mais également pour mettre en lumière les solutions, les essais en cours et la capacité du monde agricole à s'adapter. Avec nous aujourd'hui, Louis Amiot, ingénieur-chercheur sur les impacts du changement climatique sur l'arboriculture, Mélissa Merdy, de l'IFV Projet Vitiliance, Esteban Fortin, du Projet Vitiliance et Régis Chevalier, des maraîchers nantais. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Louis Amiot, ingénieur-chercheur sur les impacts du changement climatique, notamment sur l'arboriculture. Vous êtes docteur en géographie, ça va nous intéresser de savoir, puisque vous avez étudié l'impact du changement climatique sur les cultures fruitières et légumières. C'est bien cela, Louis Amiot, bonjour. Bonjour, et merci de m'avoir invité. Donc c'est bien ça, ma thèse, juste pour préciser, elle était aussi sur des productions fruitières et légumières biologiques en Pays de la Loire, voilà, pour être totalement complet. Et cette thèse s'est déroulée dans le cadre d'un projet de recherche, le programme Climavège. Et donc, si ce qu'on va dire là vous intéresse, je vous inviterai, j'inviterai vos auditeurs à aller consulter tous nos travaux, sachant que c'est des travaux qui sont facilement lisibles. C'est pas complètement une thèse. Alors, tout part de la géographie et vous êtes docteur en géographie. Dites-nous peut-être d'abord quels sont les impacts du changement climatique sur l'agriculture. Et on va faire également un focus sur l'arboriculture et le maraîchage sur lesquels vous avez travaillé également. Ouais, alors de manière générale, les impacts du changement climatique en agriculture, mais aussi de manière très générale, on le perçoit à travers les extrêmes climatiques. Donc il y en a 4 principaux. Vous avez les canicules, les excès de chaleur, le gel, la sécheresse, le manque d'eau et les excès pluviométriques. Et donc, tous ces extrêmes, ils ont un fort impact sur les cultures qui peuvent mener à des pertes très importantes. Je vais donner un exemple, c'est lors de l'été 2022 qui nous a tous marqués. Dans la région angevine dans laquelle on est aujourd'hui, c'est l'été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré. Il y a eu 3 canicules de suite jusqu'à 42 degrés. Et ça a été des impacts très forts sur l'agriculture. On a eu des pertes assez importantes, notamment la pomme de terre, même au niveau national, ce qui a mené aussi à une hausse des prix. Donc, il y a des impacts à la fois pour l'agriculteur, des pertes, et jusqu'à nous, le consommateur. Donc, ça concerne un petit peu tout le monde. Alors, concernant l'arboriculture et le maraîchage, je vais faire un petit focus rapide. Donc, en maraîchage, les impacts ils vont dépendre beaucoup de la culture et de la saison. De manière générale, ce qui va impacter beaucoup le maraîchage, c'est les fortes pluies en début de saison, donc pour l'installation des cultures, et en fin de saison, au moment de la récolte, donc les fortes pluies au printemps et en automne. Et puis au cœur de la saison, le plus impactant, c'est les canicules. Et en arboriculture, c'est un petit peu différent, parce qu'on est là sur des cultures pérennes. Donc, on va suivre un petit peu le cycle de vie de l'arbre. En hiver, il n'y a pas grand-chose à en dire, il n'y a pas de grands risques. Et ensuite, on arrive au moment du débourrement, donc le début du cycle de vie. Et jusqu'à la floraison, on a une forte sensibilité au gel, ce qu'on appelle le gel tardif. Et ensuite, ce qui va impacter beaucoup, c'est le risque de sécheresse, puisque au cœur de la saison estivale, on va avoir beaucoup de besoins en eau sur l'ensemble des surfaces au même moment. Et donc, un manque d'eau à ce moment-là, c'est vraiment problématique.
Et donc, tous les risques que j'ai cités sont en augmentation, donc c'est-à-dire les risques sont de plus en plus forts et intenses, y compris le risque de gel. Alors, ça peut paraître étonnant de dire oui, le changement climatique, on a un réchauffement climatique et le risque de gel augmente, mais c'est bien le cas aujourd'hui, au moins jusqu'à 2050, puisque en gros les arbres fleurissent de plus en plus tôt. On a 3 semaines de décalage entre une floraison d'un arbre aujourd'hui et il y a 50 ans. Alors, on comprend l'imprévisibilité de plus en plus importante, finalement, des aléas climatiques. Cet état des lieux invite à quel genre d'adaptation? Il faut être vigilant. Il faut être vigilant, oui. Il y a plusieurs niveaux d'adaptation. Après, moi, je ne suis pas dans les productions, donc je ne pense pas que je sois le plus à même de répondre à cette question entièrement. Mais il y a plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau, c'est la réactivité aux aléas climatiques, à ces différents risques. Donc, on a des solutions techniques qui sont adaptées à chacun de ces risques. Alors, ces solutions, c'est par exemple, dans les vignes, le plus important, c'est quand vous avez un gel tardif et vous avez ces images de feu dans les vignes pour éviter que la vigne, elle gèle. Voilà, la réactivité. Ensuite, on a l'ajustement, donc il y a un niveau un petit peu supérieur où on va modifier les cultures en place, les variétés, et en maraîchage, on va potentiellement modifier le calendrier cultural, c'est-à-dire les périodes où on sème et où on plante pour limiter la récolte. Et le dernier niveau, il est plus politique, là je dirais, puisque c'est la transformation du système agricole dans son ensemble, et donc et aussi un impact sur la gestion de l'eau, sur lequel il faut agir. Alors, on comprend changer l'orientation agricole et le calendrier. On va, puisque vous nous y invitez, Louis Amiot, eh bien partir dans les vignes à présent. On est quand même dans une région grandement viticole ici, avec Mélissa Merdy qui nous raconte peut-être déjà le projet Vitiliance. Vous venez pas loin d'ici, d'Amboise. Qu'est-ce que c'est que le projet Vitiliance ? Donc bonjour, Vitiliance fait suite au programme LACAF qui a été porté par l'INRAE et qui était sur le changement climatique et qui a notamment anticipé 4 scénarios en fait pour les régions viticoles qui étaient nomades, libérales, conservateurs et innovants. Et par rapport à ces travaux qui ont été menés dans les différents bassins viticoles, ce qui est ressorti, c'était que pour la filière viticole, il fallait conserver sa valeur tout en innovant. Donc, c'est sur cela qu'est bâtie la stratégie nationale de la filière, qui a été co-construite et signée par le ministère de l'Agriculture en 2021. Et donc, l'ensemble des acteurs de la filière se sont réunis et donc, on avait différents domaines et notamment le domaine de la recherche et de la formation qui devait être formalisé pour construire un plan climat et c'est ainsi qu'est né Vitiliance pour répondre à cette stratégie et à ce plan climat. Alors, on le comprend, l'adaptation est absolument fondamentale et l'innovation, conserver ce qu'il y avait déjà et innover là-dessus. Chaque bassin viticole a ses spécificités, Mélissa Merdy, et doit donc mettre en œuvre sa stratégie individuelle. C'est bien cela? Tout à fait. Donc, on est reparti des conclusions principales de la CAF pour bâtir Vitiliance et notamment une des conclusions principales qui est ressortie, c'était que l'adaptation au changement climatique, elle doit se faire en région. Effectivement, la filière, chaque bassin en fait a ses propres spécificités et ses appellations. Donc, le changement climatique en Val-de-Loire n'est pas du tout le même que les impacts subis en Corse ou dans le Languedoc-Roussillon. Donc, le pilotage du projet est national pour avoir un projet qui est structurant et un socle commun. Mais la mise en œuvre, elle doit vraiment se faire dans les régions par des leviers pour répondre aux problématiques de chaque territoire. Et une autre conclusion qui était importante du projet LACAF, c'est que le changement climatique, il a déjà été expérimenté en viticulture. Et se fait souvent de manière monofactorielle, c'est-à-dire qu'on change un levier par rapport au témoin. Et donc, l'idée dans Vitiliance, c'était aussi d'aller plus loin, de tester non pas un levier, mais des combinaisons de leviers via une approche système, justement, pour ne pas modifier que le matériel végétal ou que la densité de plantation, mais vraiment s'adapter au changement climatique, donc, mais aussi d'atténuer son impact en stockant le carbone et aussi en diminuant ses gaz à effet de serre.
Et donc, un de nos outils, c'est la mise en place d'un réseau de démonstrateurs. Et je crois qu'il y en a 17 au total dans les régions, 17 démonstrateurs régionaux. Exactement. Donc, on a un réseau de 17 démonstrateurs qui sont dans tous les bassins viticoles. Donc, il y a au moins un démonstrateur dans un bassin viticole. Et ces démonstrateurs, ils sont à la fois des plateformes d'expérimentation pour tester notamment les combinaisons de leviers qui ont été définies en stratégie régionale, adaptées aux conditions locales, mais ça sert aussi de plateformes pédagogiques qui sont ouvertes aux acteurs de la filière, aux professionnels, aux étudiants, pour justement massifier ces pratiques en montrant les leviers qui sont possibles de mettre en œuvre et aussi permettre les échanges entre professionnels pour partager leurs pratiques, leurs succès, leurs faiblesses et toujours aller plus loin ensemble. Alors ça tombe bien puisque un des démonstrateurs est avec nous aujourd'hui, régional de l'étape, Esteban Fortin, à l'intérieur de ce projet Vitiliance. Vous avez participé à un projet qui s'appelle Résiloir, dans lequel il y a 2 volets, c'est cela ? Oui, en effet. Donc sur le démonstrateur Résiloir, qui est basé à Montreuil-Bellay, dans le vignoble du Saumurois, en Moyenne-Vallée de la Loire. Donc dans ce démonstrateur, on a 2 volets. Le premier, c'est la transformation de l'existant, avec des leviers facilement transférables vers la profession, les viticulteurs. Et puis, dans un second temps, plutôt en fin de projet, la conception de systèmes innovants, d'itinéraires en rupture, où là, on fera appel à l'intelligence collective pour imaginer ce que pourrait être le vignoble ligérien du futur. Plus concrètement, sur les leviers utilisés, donc sur les parcelles existantes, avec nos cépages traditionnels qui sont le chenin et le cabernet franc, on va plutôt essayer de lutter sur les aléas climatiques, comme le gel, la grêle, l'échaudage. Donc, l'échaudage, c'est en quelque sorte des coups de soleil sur les pellicules des raisins qui font assécher les raisins et occasionnent des grosses pertes de rendement. Donc, on va travailler sur ces moyens de lutte. On va également essayer de contrer l'évolution des maturités. Donc, on sait qu'avec le changement climatique, on va avoir des raisins de plus en plus sucrés, avec des degrés de plus en plus élevés et des acidités de plus en plus basses. Et donc, on va essayer de mettre en place des leviers sur la réduction de la foliaire, donc moins de photosynthèse et donc moins de sucre produit. On va également utiliser des voiles d'ombrage qui vont permettre artificiellement de réduire la maturité du raisin. Donc là, c'est plutôt les leviers sur la partie parcelle existante. Et puis, on va aussi utiliser des leviers sur notre démonstrateur qui vont engager des changements beaucoup plus profonds au sein d'une exploitation. Donc là, on va parler du changement de cépage avec des cépages méridionaux qui sont plus résistants à la sécheresse, au coup de chaud, l'utilisation de variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium. On va également avoir des leviers comme de nouveaux systèmes de taille, de nouveaux systèmes de conduite qui vont permettre d'amener des microclimats plus frais, plus ombragés. Et toujours dans cet objectif d'amener des microclimats, on aura aussi le levier de l'agroforesterie, où là, on va réintroduire de l'arbre au sein des vignes. Et donc, en complément de tous ces leviers d'adaptation, on a aussi mis en place des leviers d'atténuation du changement climatique, avec des modes d'entretien du sol moins gourmands en énergie fossile, donc qui vont produire moins de gaz à effet de serre. Et donc là, sur notre démonstrateur, on va pouvoir tester la robotique versus les tracteurs classiques. On va également tester des paillages pour la couverture du sol. Et puis enfin, on va essayer aussi de voir comment on peut entretenir les sols par de l'éco-pâturage avec des moutons, mais aussi des palmipèdes, des oies, des canards. Vous avez vu, hein, Louis, atténuer, levier d'atténuation, d'adaptation, ils sont quand même très vigilants également et performants et innovants chez Résiloir. Et alors, combien de temps dure ce projet en tout, Esteban ? Donc, le projet Vitiliance et ces 17 démonstrateurs sont financés sur 3 ans. Mais un des critères de sélection des démonstrateurs, c'était de pouvoir pérenniser les experts et également les démonstrations vers les professionnels au-delà de ces 3 ans, via des journées techniques, mais aussi également vers les étudiants. Et donc nous, c'est le cas sur notre démonstrateur Résiloir, puisqu'on est sur le site du lycée Edgar Pisani, un lycée viticole, et donc on est en lien direct avec la formation et les futurs acteurs de la filière. Alors comment établir la viabilité, l'impact et la réussite de ce projet ? Donc chaque technique, chaque combinaison de leviers, chaque itinéraire va être évalué de manière
technique, donc jugé par rapport à l'efficacité vis-à-vis du changement climatique, mais également de manière économique et bien sûr environnementale. Et c'est vraiment si on arrive à dégager des itinéraires qui rassemblent ce triptyque efficacité technique, économie, environnement, si on arrive à dégager des itinéraires vraiment fiables de ce point de vue-là, on aura réussi notre projet et après le succès ce sera sur la diffusion auprès de la profession. Eh ben, on va voir si ce triptyque est respecté avec la venue à présent dans notre podcast de Régis Chevalier du côté des maraîchers nantais. Régis Chevalier, bonjour. Voilà, il met le casque. J'imagine, Régis Chevalier, les maraîchers nantais, que la résilience est également un mot fort pour vous. Oui, en effet, bonjour à tous. Oui, j'aime bien dire que nous, maraîchers, on est d'abord à devoir gérer nos aléas. Ça a toujours été un peu le point le plus important. Et le changement climatique, clairement, aujourd'hui, il est présent. Il se traduit comment chez nous? Par plus d'aléas, plus souvent, plus brutaux et plus aléatoires. Racontez-nous peut-être ce que sont les cultures abritées, alors pour parer à ces aléas. Je dirais, oui, c'est le premier levier d'adaptation qui n'est pas une innovation. Ça fait maintenant 15-20 ans que ça se déploie sur la région nantaise. On cherche tous à construire des grands abris, des serres. Même l'hiver, on fait des petits tunnels. Le but du jeu, c'est de s'affranchir des aléas les plus gênants pour les cultures maraîchères. Donc, c'est les gros épisodes de froid. Donc, l'abri nous permet de réchauffer un petit peu. L'été aussi, c'est des équipements qu'on peut ombrager, donc on va s'affranchir des excès de lumière. Donc ça, c'est quelque chose... Alors, c'est plus compliqué quand même, parce que maintenant, il faut des études, c'est de plus en plus long, c'est hyper coûteux. Je parlais à l'instant avec des gens de l'assurance, donc c'est aussi maintenant un investissement qui est hyper conséquent. Par contre, ça devient clairement indispensable pour sécuriser nos exploitations, quoi. Alors, vous dites que les leviers doivent être de plus en plus agiles. Et d'ailleurs, vous dites que c'est même plutôt une opportunité, finalement. Il faut s'en saisir comme d'une opportunité de cette lutte contre les changements climatiques. J'aime bien, je pense que vous le connaissez tous, j'aime bien suivre l'agroclimatologue, Serge Jacquat. Et c'est vrai qu'il explique que le sud de la France et de l'Europe va demain avoir de grosses difficultés à produire, notamment l'été. Par contre, il explique que dans le Grand Ouest, et moi dans la région nantaise, il dit qu'on aura la possibilité de faire beaucoup de légumes encore demain. Et donc, c'est vrai que ça nous donne des opportunités de diversifier. C'est vrai qu'avant, le modèle nantais, il y a 20 ans, c'était mâche poireau. Il y a 50 ans, c'était carottes. Aujourd'hui, on est capable de faire tous les légumes, des légumes d'hiver, des légumes ratatouille. Moi-même, mon associé s'est installé il y a 20 ans, il faisait 2 cultures. Aujourd'hui, on en fait 7. Ce qui fait que à toute saison, on fait 5-6 cultures différentes. Donc, vous confirmez ce que disait Louis Amiot en préambule sur le changement du calendrier agricole. Il va falloir adapter les plannings et vous le faites déjà. Ouais, en fait, il y a des cultures historiques qui changent un petit peu de saisonnalité. Je prends l'exemple du poireau primeur. Il y a 15 ans, c'était vraiment juin-juillet. Maintenant, c'est beaucoup mai-juin. On va plus jusqu'en juillet parce qu'il y a des risques de manquer d'eau, qu'il fasse trop chaud, donc on s'est un peu décalé. Et puis aussi, on intègre des cultures où il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Moi-même, je fais de la mini pastèque maintenant. Donc voilà, qu'on plante au mois de mai, qu'on récolte en juillet-août. C'est un produit qui vient compléter l'offre melon. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Donc l'avantage, c'est qu'on a cette chance d'avoir un grand catalogue en maraîchage, de pouvoir s'adapter très très vite. Donc il faut garder l'esprit très ouvert, quoi. L'esprit d'ouvert, c'est important. Même Mélissa, vous le confirmez, ouverture d'esprit. Louis Amiot, il faut se saisir peut-être de cette opportunité. Tout à fait. Ouais. Un mot sur l'irrigation. Elle est importante également pour le maraîcher que vous êtes. C'est notre premier métier, en fait. L'irrigation. Tout ce que je vous dis là, de faire des cultures abritées, de faire des cultures d'été, de se diversifier, rien n'est possible sans irrigation. Donc aujourd'hui, ça nécessite de se réinventer un peu parce que l'eau est peut-être moins disponible l'été. Donc, il faut qu'on la stocke plus l'hiver. Ça nécessite des adaptations réglementaires. Et là, je ne vous cache pas que l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, C'est les limites de ces adaptations Ouais, les limites, elles sont toujours réglementaires. Je reprends les termes de Serge Jacquat. Il dit que oui, on aura plein de possibilités demain. Par contre, le changement climatique fait qu'on aura du milieu toute l'année, du puceron toute l'année. Ce qui fait qu'il nous faudra des moyens de lutte autorisés. Il faut qu'on puisse stocker plus d'eau pour assurer nos cultures d'été. Donc, les limites, elles sont toujours... de ce qui nous est possible de faire dans la loi. Vous confirmez, Mélissa, en conclusion de ce podcast sur les adaptations à Louis, peut-être un mot du côté de l'ingénierie, de la science, de qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Il va falloir être agile et s'adapter. Ça, c'est certain. C'est une évidence. C'est certain.
Eh bien, merci à tous les trois d'être venus pour ce podcast Cultiver la résilience. On va terminer. Merci à tous les quatre. On l'a compris, le changement climatique n'est plus une projection lointaine, mais une réalité qui se vit sur le terrain. Les productions agricoles s'adaptent, on l'a entendu, se diversifient et restent suffisamment agiles pour contrer les incertitudes et les aléas du fonctionnement devenu parfois imprévisible de la planète. À quoi ressemblera l'agriculture de demain ? À une agriculture de résilience, d'adaptation, d'opportunité, seul viatique d'espoir et de confiance dans un monde qui se transforme sans cesse. Cultiver la résilience ou ne pas la cultiver, ce n'est plus la question, mon cher William Shakespeare, c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Les Racines du Futur. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également retrouver toutes les infos, les ressources et les prochains épisodes sur le site internet du CIVAL.